Je vous prie de regagner vos places. Nous allons finir cette matinée avec la conférence de Catherine Coquillot, qui est professeure de littérature comparée à l'Université Paris Diderot. Elle co-dirige l'axe Écrire et penser l'histoire. Elle a publié de nombreux ouvrages sur Rwanda, sur Baudelaire, sur l'enfant et le génocide, témoignages sur l'enfance pendant la Shoah, un bouquin intitulé La littérature en suspens, et son dernier livre s'appelle Le mal de vérité et de la mémoire de 2015. Aujourd'hui, Catherine Coquillot va nous présenter une conférence intitulée Trouver une sortie, la voix de Polichinelle ou l'art d'être un buffle. Merci d'être parmi nous. Merci beaucoup à vous de m'avoir invité, surtout je trouve très sympathique et passionnant à la fois ces échanges. Vous m'entendez bien? Je parle plus fort alors, c'est ça? Comme ça. En fait, mon propos, j'avais très envie d'intervenir après l'exposé précédent, que j'ai trouvé très intéressant, et je ne l'ai pas fait parce que ce que je vais dire, au fond, revient beaucoup sur les points qui ont été à la fois traités et discutés ou questionnés. Cette question du bonheur animal, est-ce que ça existe? Est-ce qu'il existe une communauté des hommes et des bêtes, voire une âme animale? C'est un peu de ça aussi que je vais parler. Et puis, cette question de la construction technique du corps, de la transformation technique du corps humain, là, on passe du vêtement, dans mon exposé, au déguisement, au masque, puisque je vais parler donc de Polichinelle. En fait, je me propose de mettre en relation deux œuvres ultra contemporaines, où une méditation sur la vie et l'histoire humaine passe par une résurrection intempestive d'un des personnages de la Commedia dell'arte, Polichinelle, donc, l'homme bossu, au nez crochu, au chapeau blanc. Ces deux œuvres, c'est d'un côté donc le dernier livre d'Agamben, Polichinelle ou divertissement pour les jeunes gens en 4 scènes, pour le titre français, Pulcinella ovvero divertimento per i ragazzi, paru juste cette année en France aux éditions Macula et en Italie aux éditions Nottetempo en 2015. Édité dans les deux cas avec un très grand soin, mais je dis tout de suite que... Alors j'aurais dû vous apporter bien sûr des images, je ne l'ai pas fait par manque de temps et par paresse. J'ai un peu scrupule à faire circuler ce petit livre parce qu'on vient juste de me dire, et je l'ai entendu plusieurs fois, et Agamben me l'a dit lui-même, qu'il préférait évidemment l'édition italienne, qu'il l'a trouvée beaucoup plus belle. Donc, et en plus, il est très graffité. Donc si certains veulent voir, ne connaissent pas encore le livre, il est là. Ce livre, alors, donc, et l'autre œuvre, c'est le film de Pietro Marcello, Bella e perduta, qui est donc sorti en Italie la même année que le livre d'Agamben en Italie, en 2015. Film qui, très étrange, entre documentaire et fiction, ressuscite aussi le masque de Polichinelle pour en faire le messager d'un mort, en même temps que le gardien d'un petit buffle, un bufflon. Combien parmi vous ont vu le film déjà, en fait? Très peu. Alors, ce livre et ce film entretiennent, à mon avis, des rapports très profonds qui passent, bien sûr, par la figure de Polichinelle, mais aussi par la référence à Tiepolo, qui est centrale chez Agamben, puisque c'est son objet, et qui est allusive et presque secrète chez Pietro Marcello. Réfléchir donc à cette frontière entre l'homme et l'animal, ce sera pour moi, ou le non-homme, le non-humain, ce sera pour moi ici présenter ces deux œuvres, ce livre et ce film, en m'interrogeant sur cette réactualisation a priori étrange du mythe de Polichinelle, comme figure des confins, on pourrait dire, et comme figure surtout de la comédie de la vie, ou de la comédie d'une vie contemplée, une vie et rien d'autre, pour reprendre l'expression de Deleuze citée tout à l'heure. Le livre et le film se présentent tous deux comme des énigmes, voire même des mystères, presque au sens théâtral du terme, mais ces mystères, on est invité à les célébrer, ou je dirais à les dissoudre plutôt qu'à les résoudre, mais en jouant. Un jeu joyeux chez Agamben, divertimento, alors que le jeu est celui du deuil, très clairement, dans le film très mélancolique de Marcello. Mais en ceci, le film et le livre se complètent totalement, et d'ailleurs l'alliance entre les pleurs et les rires est au cœur du livre d'Agamben, où d'ailleurs le rire n'existe pas, c'est plutôt un sourire, et même un sourire qui se retient. À un moment, le peintre Tiepolo dit à
à Polichinelle, « Je veux ton sourire qui ne se voit pas à cause de ton masque ». Alors il se trouve que j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres le livre d'Agamben peu de temps après avoir vu le film de Marcello, et le livre est venu éclairer ce film très étrange, mais d'une lumière en fait elle-même aussi énigmatique. Le Divertimento d'Agamben explore l'énigme de Polichinelle en orchestrant, je crois, un gros non-dit, clairement lié à son objet ultime, qui est le bonheur. Bonheur dont l'idée très entêtante chez Agamben est toujours associée chez lui à deux autres idées, l'idée d'irrémédiable et l'idée d'innocence. Et ce livre, au fond, reconduit l'idée d'irrémédiable à l'idée de bonheur, à la comédie, par la comédie. Ces trois idées, bonheur, irrémédiable, innocence, font l'objet d'une investigation philosophique au sens où Agamben l'a décrite lui-même dans ses principes herméneutiques. Je le cite, « Le discours philosophique est celui dont il est impossible de comprendre l'intelligence sans en comprendre en même temps l'ignorance. Donc sans comprendre son non-dit, et ce non-dit, il ajoute que ce n'est pas un discours ésotérique réservé aux adeptes. Interprétant Polichinelle, il faut apprendre à comprendre que, c'est moi qui parle là, c'est plus lui, que le non-dit est un secret de Polichinelle. Alors le livre et le film sont beaux, et ils traitent de la beauté en un sens. Ils sont pleins d'art, et ils pensent l'art, son étrangeté, son humanité, sa non-humanité, ce qu'on pourrait appeler son trouble dans l'espèce. Ils sont tous deux très italiens, et l'Italie y devient un objet de contemplation et d'anamnèse, je dirais. Reste à savoir pourquoi et comment, parlant de Polichinelle, d'art italien et de comédie, ils parlent l'un et l'autre de l'homme et de l'animal, de l'humain et du non-humain. Polichinelle est une figure frontalière à plusieurs titres, étrangement familière aux humains, proche du monde animal, tout aussi étrangement. Polichinelle relie aussi le monde des présents, des vivants, et celui des morts. Son masque le revêt d'une sacralité ambiguë que reflète l'étrangeté de sa voix, c'est pour ça que je parlerai de cette voix surtout à la fin, capable de parler à la fois aux humains, aux animaux et aux morts. Alors, je vous parle d'abord un petit peu du livre d'Agamben, qui est un merveilleux, vraiment petit livre de 100 pages, qui est un livre d'art, un livre d'images autant que de philosophie, puisqu'il est donc plein de reproductions d'œuvres de Gian Domenico Tiepolo, le fils de Giambattista, qui est d'ailleurs présent lui aussi à plusieurs reprises, dessins à la plume et aquarelle, la vie d'encre brune, extrait d'un abondant et très impressionnant album intitulé « Divertissement pour les jeunes gens ». Et le livre est pour l'essentiel une glose philosophique de cet album narratif qui retrace la naissance, la vie, le mariage, les métiers, bref, les vicissitudes de la vie de Polichinelle et jusqu'à sa mort, mais aussi sa résurrection. Ces dessins viennent compléter les fresques de la chambre des Polichinelles à la Villa Tianigo de Venise, qu'il a peinte entre 1793 et 1797, et c'est en 1797 qu'il a commencé ces dessins, cet album du Divertimento. Donc, série très joueuse, élégante, légèrement inquiétante tout au long, qu'il a entamée donc en 1797, date fatidique, Agamben insiste là-dessus au début, fatidique pour la République de Venise, puisque c'est l'année où le Conseil de Venise a livré la ville à Bonaparte, donc l'effondrement de la rayonnante République de Venise. Et Agamben explique que ce long cycle de dessins de Tiepolo fut pour lui non pas une manière de fuir le réel, mais de sortir du présent. Et là, on est dans ce que j'appelais le non-dit tout à l'heure de ce livre. Et le livre d'Agamben commence par la fresque intitulée « Le départ de Polichinelle », peinte cette même année-là, justement, 1797, où on voit un Polichinelle debout, vu de dos, qui se sépare d'un groupe de Polichinelles assis ou couchés sous un arbre en pleine sieste. Il est debout, il a un baluchon, et il se dirige vers le paysage du fond, et par terre, au premier plan, gisent une raquette et un volant. Polichinelle ne joue plus, il part, et à ses côtés, il y a un chien. L'objet du livre, c'est cette sortie par la comédie, art dont Agamben rappelle la forte dimension méta-historique. Les comédies d'Aristophane, rappelle-t-il, ont été écrites lors de moments catastrophiques pour Athènes.
Ubi fracassorium, ibi fugitorium, dit Polichinelle en épigraphe du livre. Là où tout s'effondre, il y a une échappée. Cet adage apocryphe, dont le latin de cuisine parodie Hölderlin, là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve, est commenté à la fin du premier chapitre du livre, la première scène du livre donc. Mais la catastrophe est là, désormais, et non plus le péril. Il ne s'agit plus d'être sauvé, mais de trouver le bonheur aujourd'hui et à tout instant et toujours. Polichinelle ne joue pas dans un drame, il en est toujours, dit Agamben, déjà sorti par un raccourci ou un chemin de traverse. Je cite, « Dans la vie des hommes, tel est son enseignement, celui de Polichinelle, la seule chose importante est de trouver une sortie. Vers où? Vers l'origine, parce que l'origine est toujours au milieu, elle ne se donne que comme interruption, et l'interruption est une échappatoire. » Le modèle originaire de cette sortie est la parabase, le moment où, dans les comédies antiques, les joueurs enlevaient leur masque et s'adressaient aux spectateurs, interrompant l'action pour montrer cette origine comme interruption. Dans la comédie de Polichinelle, vue par Tiepolo, dit Agamben, tout n'est que parabase. Polichinelle ne cesse de sortir de, je cite, l'aventure vaine et inconsistante à laquelle on voudrait le mêler, sortir du drame de la vie et de la scène de l'histoire. Son masque est la signature de la comédie devenue parabase. Là, c'est moi qui parle. Le livre est une initiation au bonheur qui ne passe pas par l'hermétisme. Je cite, « Le secret de Polichinelle est que dans la comédie de la vie, il n'y a pas de secret, mais seulement, à tout instant, une échappée, qui est le maître mot du livre. L'instant, à tout instant, l'instant, c'est aussi celui de la mort. À la fin du Divertimento de Tiepolo, Polichinelle, ressuscité, donc regarde sa tombe, où repose une échelle, en lointaine parodie de l'Évangile. La glose des dessins et fresques devient une méditation sur le sens de la vie, en même temps que sur la teneur philosophique de la comédie, supérieure à celle de la tragédie, dit Agamben, je cite. La comédie est plus ancienne et plus profonde que la tragédie, elle est bien plus proche de la philosophie, si proche qu'elle semble, pour finir, se confondre avec elle. Pour finir est à double sens, c'est au fond, mais cette identification de la philosophie à la comédie prend toute sa signification dans le moment de l'écriture qui est celui de la fin de la vie. Pour finir, c'est à la fin. Et Agamben écrit évidemment comme un homme qui écrit à la fin de sa vie. Celui où la vie prend forme, ou plutôt le moment où la vie prend forme, ou plutôt, puisqu'elle en avait déjà une, où cette forme devient un objet de contemplation. Le Divertimento d'Agamben illustre et prolonge la réflexion sur la forme de vie, cette expression dans laquelle il met des tirets, que le philosophe avait esquissé dès ses premiers livres, à la suite de Pasolini, Foucault, puis de Wittgenstein, question qu'il avait approchée dans De la grande pauvreté à travers la règle monastique, paradigme d'une vie rendue indistincte de sa forme par une règle constitutive, question enfin élaborée à plein dans son dernier gros livre, L'uso dei corpi, l'usage des corps, paru en 2014, donc juste avant. Opus dont le livre sur Polichinelle reprend maints éléments et formules, presque à la manière d'un santon. Ainsi reviennent par exemple le mythe d'Air le Pamphilien dans La République, qui faisait l'objet d'un très beau chapitre dans l'usage des corps, ou encore la formule tirée du cœur de l'Antigone de Sophocle, celle de l'homme hyperpolitique et apolitique, plus que politique parce que sensité. L'usage des corps présentait la philosophie comme la tentative de construire une vie, je cite, à la fois hyperpolitique et apolitique, séparée dans sa mise au banc de la cité. Elle devient cependant intime et inséparable d'elle-même, dans une non-relation qui a la forme d'un exil d'un seul auprès d'un seul. C'est Agamben qui parle. Polichinelle, qu'il appelle un personnage philosophique, et, je crois, cet homme, un politique qui vit sur Terre, son exil d'un seul auprès d'un seul, et cette intimité sans relation avec son propre corps, ce corps bossu, inséparable du plat de macaroni, dont il incarne le caractère irresponsable, c'est-à-dire irrémédiable, innocent et heureux. La fin de l'usage des corps récapitulait l'œuvre philosophique entière dans l'épilogue, en résumant la signification du cycle d'Homo sacer
commencé en 1995 et dont l'usage des corps racontait donc la fin. Ce qui se concluait là était une longue enquête sur cette forme de vie, sur la proximité et la disjonction entre bios et zoé, entre la forme de vie et la vie nue, vie organique captée par les pouvoirs souverains, piégée dans la machine anthropologique ou la machine ontologico-politique, celle qui relance sans fin les dualismes de la métaphysique occidentale, dont font partie les distinctions entre sujet et objet dont on a parlé tout à l'heure, corps et esprit, animal et humain, autorité et gouvernement, et tous ces dualismes réactivent en fait les mécanismes de l'arché qui divisent et qui excluent pour fonder dans l'ordre politique comme dans l'ordre ontologique. Et Agamben dit bien que c'est dès l'existence du langage, comme on l'a vu tout à l'heure, que cette arché, que ce mécanisme de l'arché qui capte, qui exclut en incluant pour fonder, a lieu. Contre ces séparations qui ont donné à l'histoire humaine son cours catastrophique, menant au grand remplacement de la politique par l'économie, Agamben fait travailler dans l'usage des corps sa méthode de régression archéologique. Sortir de la machine oblige à comprendre ce qui l'a fait fonctionner, à revenir encore et toujours sur cette mystérieuse disjonction entre vie nue et forme de vie, zoé et bios. Pour rendre les corps à leur libre usage, il faut, dit Agamben, désactiver cette relation funeste entre les opposés, les rendre inopérants, les faire coïncider et tomber ensemble, faisant apparaître, je cite, quelque chose comme une ligne de fuite. Au centre de la machine ontologico-politique, il y a un seuil d'indiscernabilité à investir, ce seuil d'indiscernabilité qu'on voit dans absolument tous les livres d'Agamben. Si on l'atteint, je cite, si on l'atteint ce seuil et se tient en elle, la machine ne peut plus fonctionner. C'est à la fin du 6e chapitre d'Usage des corps, exil d'un seul auprès d'un seul. Alors qu'on voit dans cette opération un mythe philosophique post-heideggerien, lorsqu'il parle de cela, il commente Heidegger, ou une opération critique décisive, Polichinelle incarne cette ligne de fuite, cette échappée. Le divertimento est une défense et illustration de l'usage des corps. Polichinelle, lit-on à la fin du livre sur Tiepolo, n'est rien d'autre qu'un usage du corps. L'usage des corps exhorté à sonder ce point vide où le monde humain ne cesse pas de se fracasser. Le divertissement pulcinellien, lui, invite à vivre la sortie de l'histoire telle qu'elle se donne à voir et penser dans une œuvre d'art, une certaine œuvre d'art. Le lien de la comédie à l'histoire est intime, dit Agamben, mais obscur, car ce qu'il appelle l'anamnèse polichinellesque s'apparente à l'oubli autant qu'à la mémoire, ou même plus qu'à la mémoire. Elle est un rapport au rire et au sanglot plus qu'aux archives et au répertoire de la conscience, dit Agamben. Cette anamnèse constitue, je cite encore, une expérience nouvelle et différente de l'histoire que le livre entreprend de comprendre. Mais c'est en fait l'acte de comprendre lui-même qui est appelé à changer. Il faut comprendre non le comment du monde, mais le fait même qu'il y ait un monde et qu'un langage existe, ce qui nous renvoie à l'exposé précédent. Ce petit livre sur Polichinelle est donc un supplément d'âme, en quelque sorte, chargé de l'esprit de comédie, un point sur le « i » allègre de l'opus philosophique, qui, sans inverser la teneur d'une œuvre grave et même sombre, la transporte dans une tonalité joyeuse. L'auteur semble avoir voulu donner la forme d'un jeu à son dernier cours de philosophie, à moins que cette fin-là ne soit une fiction, la dernière forme d'un jeu avec la théologie dont l'auteur est depuis toujours familier. Ce livre de la fin de vie vient moins clore une œuvre que la signer, je pense, et cette signature est plus messianique qu'aucune autre, même si elle le dit moins. Le temps messianique, on le sait bien, on l'a vu avec le temps qui reste, c'est celui où tout se récapitule. Et ici, il dit dans le divertimento, seule une récapitulation permet qu'on puisse dire d'une chose, d'un certain temps, qu'elle est la dernière, qu'elle est achevée. En s'enfermant dans la chambre de Tianigo avec son polichinelle, le vieux Tiepolo n'a pas fui le réel, mais entrepris, je cite, une sobre méditation sur la fin,
Je cite encore, « Pour lui, Polichinelle est à coup sûr dans le bien comme dans le mal, dans l'infamie comme dans la gloire, ce qui survit sinon à la fin du monde, à tout le moins à la fin d'un monde, son monde, la figure que prend toute chose quand elle a fait son temps. » Vient ensuite l'image de l'instant où le mourant voit sa vie repasser devant ses yeux, qui est très familière aux lecteurs de Benjamin et d'Enfance berlinoise, c'est-à-dire que ce Polichinelle sorti de la Commedia dell'arte est discrètement placé sous le signe et sous la bosse du petit bossu juif allemand de Walter Benjamin. Le jeu est pour une part ici aussi un jeu du deuil. Revenir à Tiepolo, à ce Tiepolo-là, c'est aussi une manière d'en finir avec Venise, ou plutôt peut-être l'amertume de Venise, l'amertume d'une ville adorée, très aimée, dans laquelle Agamben a vécu et enseigné une grande partie de sa vie, et qu'il a vu se noyer dans les flots du tourisme de masse, l'argent des promoteurs et la corruption d'un maire. Tout ça aussi, ça fait partie du non-dit du livre, mais il est très bavard là-dessus. Mais cette catastrophe-là, donc, fait partie de ces silences du livre. Aux toutes premières lignes du livre, celui qui parle se dit « allongé sur l'herbe sous le mont Janicule », c'est-à-dire sous la 8e colline de Rome, sur la rive droite du Tibre. Et l'auteur ici dit « je » comme il ne l'a jamais fait. Il s'agit bien du philosophe Agamben, même si les italiques semblent citer le texte d'un autre, et cette division d'avec soi prendra d'autres formes multiples au cours de ce divertissement scénique. Ce théâtre de la plaisanterie porte les marques des origines sacrées de la comédie, qui sont évidemment rappelées, mais de plusieurs autres genres encore. Le livre est un caprice, et il pense le genre du caprice, entre autres en passant par Goya, et le caprice, et en rappelant qu'il s'agit de sauts de chèvre. Et le caprice littéraire, ici, intègre la fiction. La glose des dessins de Tiepolo, composée donc en 4 scènes ou 4 chapitres, est discontinue à l'intérieur de chacun. La glose est vite et fréquemment interrompue par des dialogues fictifs entre Tiepolo et Polichinelle, qui s'expriment en dialecte napolitain. Et elle se divise elle-même en 2 modes discursifs, distingués par 2 typographies différentes, un mode interprétatif et narratif attaché à l'histoire de Tiepolo et de son divertissement, et un mode plus réflexif, composé en italique, en retrait à droite, destiné aux pensées en surplomb, une espèce d'aparté méditatif qui fait lien ou qui fait signe vers les ouvrages antérieurs. Donc tout le propos est aimanté par la forme du dialogue, et en deçà encore, alors le dialogue qui, bien sûr, s'inscrit dans une filiation platonicienne et socratique, laquelle s'inscrivait dans la filiation du drame satirique. Les origines sacrées du théâtre sont aussi celles de la philosophie. Le divertissement est aussi un livre des amis. Le préambule esquisse un autoportrait en contrepoint de l'œuvre, l'œuvre grave. Ceux qui connaissent l'âme du philosophe, le mot âme est utilisé, savent qu'elle n'a rien de morose, je résume, même s'il a mené ses recherches dans des temps obscurs où il lui a été donné de vivre. Et Agamben, je crois, répond ainsi, sans le dire, à ceux qui ont critiqué son apocalyptisme politique, comme George Didier Berman, qui a déploré en quelque sorte le malheur d'être trop radical. La sortie messianique a bien lieu dans ce livre, mais la lumière n'est pas une survivance des lucioles, je reprends le terme de Didier Berman, commentant Pasolini puis Agamben, à l'usage de l'Académie, comme l'est, je crois, devenue l'œuvre de Didier Berman, porteuse des consolations de l'image malgré tout. Elle se fait, cette sortie, dans la vie au présent, avec une radicalité tout à fait inchangée, mais avec le sourire que donne l'échappée. Ce qu'il dit fait songer à la subtile issue dont parlait Gilles Deleuze, et évidemment on est tout à fait dans cette immanence absolue dont on parlait tout à l'heure, subtile issue dont Deleuze parlait au moment d'invoquer dans son livre sur le cinéma une croyance au monde qui serait notre seul lien. Ce lien de la croyance, affirmé sur fond d'une autre fin d'un monde, passe par le langage de l'art auquel la philosophie rend hommage en lui faisant fête. Il ne s'agit plus ici d'un éloge de la comédie, mais d'un hymne à la vie qui prend forme d'art, ou à une vie qui prend forme d'art, et qui brouille à plaisir les catégories de l'humain et de l'animal pour penser la vie humaine comme histoire naturelle. Histoire naturelle reprend la formule de Wittgenstein. Bella e perduta. Le sous-titre, c'est « Voyage à travers une Italie belle et perdue ». C'est une étrange fable animalière sur fond d'une histoire italienne, mais il s'agit cette fois de la Campanie, donc d'une Italie du Sud, appauvrie, négligée, livrée à la mafia. L'histoire nous mène au cœur de sa société rurale, parmi les bergers et les paysans, mais aussi au cœur d'une espèce de mémoire aristocratique.
L'histoire raconte est celle d'un jeune buffle promis à l'abattoir et confié par un berger à Polichinelle avec la mission de le maintenir en vie. Le film raconte leur errance dans une Italie belle et perdue, formule empruntée au cœur de Nabucco, qui chante la perte du pays et l'exil. Et la caméra fait aimer, caresser du regard ces paysages de campagne qui se métamorphosent avec les variations du soleil, changeant de couleur, de ton, au petit jour, au crépuscule. Paysages pleins de bois, de fleuves, de collines aux lignes douces, mais où sommeille une vie violente qui parfois se réveille, puisqu'on voit plusieurs reprises le Vésuve. Si cette Italie est perdue, c'est que cette société rurale est disloquée, minée par la guerre que s'y font la Camorra et le gouvernement italien, qui prend en otage une population enfermée dans son présent et sevrée de son passé. À plusieurs reprises, la caméra se braque sur des scènes de foule, émeutes, hostiles au gouvernement, ou manifestations contre la mafia, où les familles brandissent des photos géantes d'êtres disparus. Une violence sourde règne et le film nous fait comprendre lentement que les hommes l'exercent dans le même temps sur eux-mêmes, contre eux-mêmes et sur les animaux. C'est ce même temps, je crois, dont parle le film. Ce qui sépare les hommes des animaux, avec lesquels ils vivent pourtant chaque jour, les sépare aussi d'eux-mêmes. Cette violence, qui est à la fois civilisationnelle et politique, altère ce paysage et le désenchante, mais le film, par sa construction onirique et son usage du mythe, opère un réenchantement ambigu, plein de nostalgie. Il fabrique une espèce de magie obscurément liée à l'enfance et au lointain passé italien, celui précisément de la commedia dell'arte, cet art du rire et du masque vieux, très vieux, de 5 siècles, qui semble soudain ressuscité en la personne de Polichinelle, joué par un acteur masqué et vêtu et chapeauté de blanc. Le film se souvient lui aussi de Tiepolo. La fresque « Le départ de Polichinelle », reproduite et évoquée dans les premières pages du livre d'Agamben, apparaît fugacement dans les toutes premières secondes du film de Marcello, de manière presque subliminale, puisqu'on ne la retrouvera plus après. On a presque le nez dessus, parce que la caméra l'approche de très près, et la figure de Polichinelle est caressée par un pouce humain, geste éphémère qui place tout le film sous le signe de ce départ de Polichinelle peint par Tiepolo en 1797, mais sous le signe aussi de cette caresse, de cette tendresse des gestes qui viennent suppléer à la parole absente ou rompue ou impossible. Nombreuses sont les scènes où le berger caresse le bufflon ou d'autres animaux qu'il prend dans ses bras ou tente de libérer des oiseaux pris au piège. Polichinelle, lui, est un protecteur, mais moins tendre, peut-être parce qu'il est lui-même la figure de l'inséparabilité entre l'homme et l'animal, en même temps que la figure du vide de la disjonction. Chacun, dans les villages, salue Polichinelle comme un familier, mais il est perçu comme un étranger, voire même un fou, lorsqu'il affirme que le bufflon sait parler et qu'il ne faut pas le tuer. Anachronique, Polichinelle a gardé avec son masque sa souveraineté, mais dans cette Italie-là, la comédie n'a plus rien d'enfantin, ni même de drôle. Elle bascule dans le démonique, dans l'inquiétant, voire le grotesque, de même que le regard sur la nature et les bêtes produit de la tendresse et de la nostalgie, mais aussi de l'angoisse sans cesse. Ces terres, autrefois riches, aujourd'hui pillées ou abandonnées, se survivent dans une espèce de dignité aristocratique cachée, dont le monde des bergers et des paysans, vieilli, lui aussi abîmé, semble le seul héritier. Par leur visage et par leurs gestes, ces gens retiennent quelque chose d'un temps englouti, mais ils en héritent d'une manière incertaine, vacillante, inquiétante parfois. Certains paysans se souviennent de ce qui a été perdu, d'autres s'acharnent à en sauver quelque chose, d'autres liquident l'héritage sans même le voir. Et malgré l'étroite compagnie des animaux, la vie avec les bêtes semble avoir perdu son caractère d'évidence. Cette vie est altérée autant que l'usage vivant du passé. De ces terres pleines de mémoire surgissent des vestiges de civilisations primitives soumises au pillage. Un berger énorme aux allures d'ogre découvre des objets étrusques, visiblement, et les transporte dans un grand sac. De cette terre jaillissent enfin des fontaines, des fleuves où les humains et les animaux, devenus irréels, se ressourcent, puisque la fable mythifie ces paysages en les peuplant de fontaines magiques, d'arbres surnaturels, où les créatures vivantes se retrouvent comme à un rendez-vous sacré, mais dont personne ne connaît plus le rituel, si ce n'est celui de l'abattoir pour finir.
Et c'est de cette terre habitée par le temps d'où surgit, au loin, le Vésuve, et que surgit Polichinelle. Le bufflon a été arraché à sa mère, c'est exactement l'image de la vie nue. Il a été arraché à sa mère peu après sa naissance, la caméra se pose sur son corps fragile, trempé par la matrice maternelle, d'où il sort à peine, lavé par cette mère encore au moment où il lui est retiré, puis branlant sur ses pattes, traîné au bout d'une corde par un homme brutal qui l'attache et qui l'abandonne dans un bois, parce que seules les laitières intéressent les paysans. Le berger le découvre, le nourrit, veille sur lui. La caméra montre alors, avec la même délicatesse que celle qui irise les paysages, ce corps animal éprouver des émotions. Très clairement, il éprouve le bonheur, qu'il ait ou non conscience, mais celui-là en a conscience, le bonheur de s'étaler dans une herbe épaisse, de boire goulûment au biberon qu'on lui tend, de se faire caresser le cou par son gardien, puis à la fin, le malheur de voir ce gardien partir et d'être reconduit à la mort. On pense au Balthazar de Bresson, chaque fois que la caméra se pose sur son corps, sur sa tête, dont elle fait un visage, d'où un moment coulent des larmes. Mais ici, l'animal parle, et c'est lui qui nous raconte son histoire. Or, cette histoire, c'est aussi celle des hommes et de leur histoire à eux. C'est d'abord l'histoire d'un homme très particulier, réel, dont l'existence réelle a été le point de départ du film de Marcello et qui reste son point d'appui, avant qu'il ne s'envole dans la fiction. Cet homme, c'est Tommaso Sestrone. L'homme qui recueille le bufflon, c'est un berger très spécial. Le bufflon y voit l'ami des animaux, mais la population locale, elle, le voit comme l'ange de Carditello, un château et un domaine royal datant des Bourbons des Deux Siciles, qui servit à Charles III et Ferdinand Ier de lieu de chasse et d'élevage de chevaux, puis d'exploitation agricole. Je n'ai pas le temps de revenir sur les péripéties historiques qui ne sont d'ailleurs pas racontées dans le film, mais elles sont intéressantes. On passe par la Première et la Seconde Guerre. Ce qui compte pour nous, c'est qu'en 2011, ce château a été vendu par l'État à des particuliers et la mafia en a fait une décharge en pillant les galeries. Et cet homme, Tommaso, entreprit de nettoyer, d'entretenir le château et ses dépendances et de les protéger des déprédations et des pillages, de la ruine, contrant les menées de la Camorra qui lui est hostile. Et donc le film montre cet homme ramasser les pneus, jeter sur les chemins, gratter au couteau les carrelages du château. Et c'est dans ce domaine royal qu'il installe, bien sûr, le bufflon, comme un roi, non loin du parc où paissent les chevaux, près d'un petit temple circulaire. Tommaso a fait ce travail réellement pendant 3 ans. Il a lutté pour que l'État rachète le domaine, mais il n'a pas vu le jour où ce rachat a eu enfin lieu, en 2014. Il est mort la nuit de Noël 2013 d'un arrêt du cœur, fin précoce que la population locale attribue à la Camorra. Cette disparition a évidemment plongé le réalisateur dans la stupeur et son film, Bella e perduta, est devenu un travail de deuil, un hommage post-mortem à Tommaso, dont le regard clair et le sourire discret habitent le film, mais ce regard et ce sourire nous parviennent pour finir d'un petit camée posé sur sa tombe. Et cette mort décide de la mutation du documentaire testimonial en œuvre de fiction, puisque une fois Tommaso disparu, c'est Polichinelle qui prend son relais auprès du bufflon. C'est Tommaso qui l'a investi de cette mission protectrice, et c'est là que commence la fiction. Dans un testament fictif, il devra maintenir en vie l'animal à qui Tommaso, en mourant, a donné le don de la parole et un nom, Sarchiappone. Polichinelle vient le chercher et l'emmène vers le nord pour le confier à un autre berger, et cette quête leur fait traverser le pays, longer les chemins mouillés, se reposer dans les champs, s'arrêter chez un vieux couple de paysans qui l'héberge dans la chambre du haut, une chambre vide où les paysans ne vont plus parce que les parents du vieux y sont morts. Au réveil, Polichinelle reprend la route, finit par trouver le berger, mais celui-ci se révèle dévoyé. C'est l'énorme Gesuino, le payeur de sites étrusques, qui, pendant le sommeil de Polichinelle, confie le bufflon à un fermier afin de l'engraisser. Polichinelle le retrouve à temps, mais il ne parvient plus à échanger avec lui parce qu'entre-temps, il a enlevé son masque, il est devenu un homme comme les autres. La mission échoue et le buffle est amené à l'abattoir. Mais il continue de nous parler à nous, de nous raconter son histoire jusqu'au bout.
La parole du Bufflon, il faut bien l'entendre, hein, il parle à quelques reprises seulement, mais il dit des phrases particulièrement importantes. Cette parole est une plainte, il se plaint d'être né là, il aurait pu naître sur la Lune, ça aurait été encore préférable. Lorsqu'il est amené par Jesuin au fermier chargé de l'engraisser, il demande « Quand tout cela finira-t-il? Quand les hommes nous laisseront-ils seuls à notre destin ?» Lorsqu'il ne parvient plus à échanger avec Polichinelle après le retrait de son masque, il nous dit « Le charme était rompu, sans son masque, mon ami n'entendait plus ma voix, je ne pouvais te suivre dans la réalité, c'est-à-dire toi Polichinelle, qui n'est plus Polichinelle, c'était impossible, les rêves et les contes doivent raconter la vérité. » Et les dernières paroles de Scarpone sont celles-ci, « Fin de mon histoire, peu importe, aimer la vie, c'est cela qui compte. Malgré tout, je suis fier d'être un buffle. Dans un monde qui nous prive d'une âme, être un buffle est un art. Quelle ridicule conviction que les hommes soient les seuls à avoir une âme dans cet univers. Je rappelle que l'âme, selon Agamben, à la fin de Usage des corps, c'est ce qui maintient unis bios et zoé, ce qui, dit-il, témoigne pour eux, témoigne de cette unité. Et ici, il semble donc, dans ce monde qui nous prive d'une âme, que ce témoin soit absent et que l'âme doit être remplacée par l'art. Être un buffle est un art. La fable animalière devient un conte moral sur les pouvoirs de l'art, des rêves, sur ce que c'est que d'être ce qu'on est, humain ou animal, dans un monde qui interdit d'avoir une âme. La mort de Tommaso a libéré les forces du mythe et fait surgir Polichinelle de l'oubli, déclenchant un charme très puissant mais très fragile. Que dit au juste l'échec de la mission? Le sens incertain du film semble se cristalliser dans une autre scène, une scène très allégorique. Lorsque Polichinelle dort dans la chambre des paysans, une femme à chignon gris et voilette, sortie d'un autre temps, probablement la mère morte du paysan, écrit et chuchote des paroles qui ressemblent à la fois à un poème, à un sermon, à une espèce de parodie de discours politique. Il faut, dit-elle, créer un ministère caché pour la défense de la nature contre les êtres humains. Mais l'emphase un peu ridicule de cette phrase est adoucie par le murmure de sa voix, qui est faite visiblement pour bercer Polichinelle, qui dort en effet pendant ce temps-là juste à côté, et pour protéger son sommeil. Elle évoque encore un génie maternel à la puissance illimitée, qui veille sur les hommes et sur la nature, mais cette nature, je résume, serait foudroyée si les espaces froids de la raison humaine la pénétraient. Là, je la cite. Je cite encore, « Ici, la pensée ne peut qu'être esclave de la nature. Si elle élève des critiques, c'est la mort de l'espèce humaine. » Et pendant qu'elle prononce ces paroles, la caméra montre le bufflon dormant avec 2 chiots et un homme surgir en brandissant une fourche. J'ai encore 3 minutes. Je vais terminer en parlant de la voix. Les résonances sont très profondes donc, entre les deux œuvres, qui communiquent par leurs sources, par leurs harmoniques au-delà de leurs langages différents. Bien sûr, un fort ancrage dans l'Italie des siècles passés, une espèce de relation sourcière, je dirais, à la peinture et à l'héritage artistique de ces régions qui font remonter vers l'Antiquité, mais surtout, bien sûr, cette réactivation à contretemps du mythe de Polichinelle, associée à une réflexion sur la forme de vie humaine, ou l'art d'être un buffle, l'art d'être ce qu'on est et de vivre sa vie jusqu'à ce qu'un jour elle s'achève, une nuit de Noël ou un jour d'abattoir. Cet art d'être soi exige le masque et les puissances de l'irréel et du rêve. Le livre et le film confient l'exploration de ces zones de voisinage entre l'humain et le non-humain aux puissances de l'art, du mythe et de la fable qu'incarne le Polichinelle de Tiepolo. Peu après la caresse du pouce sur la fresque de Tiepolo dans le film, qui fait sortir littéralement de sa prison Polichinelle, la caméra cadre la figure d'un jeune taureau dans une fresque étrusque, petit, seul, comme perdu dans le vide, image qui précède immédiatement la première apparition du bufflon réel. Et plus tard, on voit les yeux bleus de Tommaso, assis dans une salle du château, contempler une fresque animalière. C'est-à-dire qu'il y a une initiation du regard qui s'expose dans le livre comme dans le film et qui reconduit des figures réelles
y compris animales, aux formes artistiques, comme si voir la beauté des paysages et des êtres réels, animaux et humains, devait passer par un usage de l'art. Et il y a une très forte insistance dans un cas et dans l'autre sur la question de l'artifice à l'œuvre, plus que l'art au fond. Et cet artifice est thématisé comme tel. Autant qu'ils font voir des images, ils font entendre, ce film et ce livre, des voix, ou plus précisément une voix artificielle qui devient le sujet de la méditation ou le vecteur de la méditation. Dans le film de Marcello, la voix du buffle qui raconte son histoire, c'est la voix d'un acteur. Voix humaine qui conte une histoire non humaine. C'est une création, cette voix, du berger, Tommaso, qui, par convention signée, a donné une parole et un nom au bufflon et confié celui-ci à Polichinelle, par écrit aussi, le seul être vivant duquel le buffle pourra se faire comprendre. Or, cela suppose que Polichinelle garde son masque et lorsqu'il décide de l'enlever, donc pour rejoindre les paysans et aimer une femme, le charme est rompu, comme le dit le bufflon, condamné à un nouvel abandon par cette séparation de Polichinelle avec lui-même, qui se décide d'ailleurs sous un arbre, l'arbre de l'au-delà. Le retrait du masque est une parabase catastrophique qui condamne le bufflon à la mort et désenchante le monde. Restent les bruits de souffle et de sabots que fait le buffle affolé, conduit dans le couloir qui le mène à la mort, à la fin du film, tandis qu'on voit le monde une dernière fois par ses yeux. Quant au Polichinelle d'Agamben, il est d'abord, je cite, une certaine voix inouïe, incomparable, qui n'est pas humaine, mais celle d'un être artificiel. Le livre s'achève sur cette voix de Polichinelle, déformée par le sifflet de la pivetta, dont l'apprentissage n'a rien de naturel. Cet apprentissage contredit la convention à l'œuvre dans l'apprentissage linguistique de l'enfant qui inscrit dans sa voix les phonèmes de la langue. Je cite, « Au contraire, le marionnettiste doit perdre sa voix pour apprendre la langue inconnue de la pivetta. » Polichinelle parle, je cite, « Même si c'est parfois de cette manière gallinacée, qui n'est pas toujours intelligible, mais la langue qu'il parle n'a pas lieu dans la voix du marionnettiste, c'est un souffle, une non-voix. Ce lieu de la langue appartient à l'art, à une techné. Or, cette voix artificielle ou non-voix ne dit rien de moins que le secret de l'art. Je cite ici Agamben lui-même, car toute poésie, tout art n'est-elle pas justement transmission d'une voix et d'une langue inconnue qui ne nous appartient pas et que malgré tout nous produisons avec des bouts de ficelle enfantins en nous fourrant dans la bouche une bobine aplatie recouverte de fils. Bobine qu'il compare au passage à la bobine d'Odradek, le petit homoncule imaginé par Kafka qui troublait la vie d'une famille honnête et dont le nom n'existait dans aucune langue inconnue. Cette non-voix, cette langue inconnue provient de l'intimité de Polichinelle avec le règne animal. Polichinelle, Agamben insiste beaucoup là-dessus, a des manières animales, il est entouré d'animaux. Sa manière gallinacée lui vient de son nom, Pulicino signifie poussin, soit un oiseau sans ailes, et la toute première scène du divertimento de Tiepolo faisait naître Polichinelle d'un œuf de dinde géant. Mais Agamben précise que cette étymologie est incertaine car le diminutif de Puliceno et Pulicinella soit un passage du masculin au féminin. Donc le brouillage des espèces est aussi le brouillage des genres. Et on pense à une des scènes où Polichinelle caresse son gros ventre dans le film, son gros ventre de femme enceinte dans la prison des masques au début du film. Polichinelle est aussi un hybride d'unicité et de généralité, dit Agamben. Chaque Polichinelle est une espèce en soi, comme pour les anges. Il n'est jamais seul, mais flanqué d'une masnada, d'une horde, qui aime surtout faire des lazzi et des blagues avec les animaux, tomber amoureuse, pratiquer des métiers, vivre en un mot. C'est une horde sans histoire, comme les anges ou la plèbe. Pourtant, il est seul. À la dernière scène de son divertimento, Agamben note que Tiepolo, au cours de ces dernières années, sembla abandonner toute figure humaine et fuir toute représentation de la psyché. Dans la petite chambre de Tianigo, il peint un faucon et un perroquet, comme il avait peint de magnifiques oiseaux épars dans le ciel sur le plafond du salon du Palazzo Caragiani. Je cite, « Oiseaux, chiens, ânes, cerfs, faons, libellules, papillons, centaures, satyres et satyresses, et il y a de très nombreuses pages sur les satyres et les satyresses, et pour finir, Polichinelle.
dans son chemisier candide, je cite toujours Agamben, la tragicomédie humaine s'irréalise et se dissout. En aparté de cette phrase, Agamben reformule la teneur philosophique de ce phénomène d'animalisation du monde dans l'œuvre de Tiepolo. Je cite, « Le corps de Polichinelle n'est plus, comme dans la métaphysique occidentale, le présupposé animal de l'homme. Il rompt la fausse articulation entre ce qui vit simplement et l'humain, entre le corps et le logos. La machine anthropologique de l'Occident s'est grippée ici, c'est pourquoi son corps, hilar, est en même temps déformé, ni proprement humain, ni vraiment animal, et si difficile à définir. Il n'est rien d'autre qu'un usage du corps. » Et je terminerai peut-être, je pense qu'il faut finir, par un passage de l'épilogue d'usage des corps, où Agamben revient sur L'Ouvert, le livre L'Ouvert, qui était consacré à l'homme et à l'animal. À la fin de ce livre, dit Agamben, le projet d'une désactivation de la machine qui gouverne notre conception de l'homme exigeait non pas tant la recherche de nouvelles articulations entre l'animal et l'humain que l'exposition du vide central, du hiatus séparant chez l'homme et l'animal, ce qui, une fois encore sous la forme de l'exception, avait été séparé puis articulé ensemble dans la machine, devait être rendu à sa division pour qu'une vie inséparable, ni animale, ni humaine, puisse éventuellement apparaître. Et dans ce livre ouvert, L'Ouvert, cette inséparabilité était donnée était montrée en fait à travers une image messianique, celle de la Bible juive de Milan, que vous connaissez sans doute tous, où les hommes, où les justes ont une tête d'animaux. Voilà. Pardon d'avoir été trop long. Merci beaucoup.